Il y aura toujours un endroit de souffrance. Mais le processus de deuil, il te permet de passer de 100% de souffrance qui envahit complètement ta vie à progressivement mettre cette souffrance à un endroit, il y aura toujours de la souffrance, à un endroit, mais autour, il y aura de la vie. Pourquoi est-ce que notre société elle a si peur de la mort? Pourquoi est-ce que la mort est un sujet si tabou? Une quantité tellement énorme de témoignages, de données vérifiables, quantifiées, etc., que c'est plus de l'ordre de la croyance, c'est de l'ordre vraiment de l'analyse scientifique. Quand les gens font des expériences de mort imminente, il y a à peu près 30% des gens qui retrouvent des proches décédés de l'autre côté. Pourquoi? Parce que les gens sont terrorisés par leur propre mort. Mais Au-delà de la mort de leurs Mais proches. oui, quand la personne meurt, il y a une continuité de sa conscience. Qu'est-ce qui te touche comme ça? Parce que j'ai jamais entendu parler de cette étape. Mais il n'y a aucune étude qui démontre de façon irrévocable que c'est le cerveau qui produit la conscience. Tous les millions de témoignages qu'on a de personnes qui ont fait des expériences de mort imminente disent toutes, le temps n'existe pas. Est-ce que tu as déjà vu quelqu'un mourir? Beaucoup, oui. En soins palliatifs, tu vois beaucoup de gens mourir. Tu as déjà assisté à un dernier souffle? Beaucoup, oui. Et qu'est-ce que ça a de particulier, ce moment? Aujourd'hui, je reçois Christophe Fauré, psychiatre, psychothérapeute et écrivain. Il est l'une des plus grandes références en France dans l'accompagnement du deuil. Depuis plus de 25 ans, il marche aux côtés de celles et ceux qui traversent des ruptures majeures de l'existence. Le deuil, bien sûr, mais aussi des séparations irréversibles, les effondrements intérieurs, les fins de vie. Ces moments où tout ce qui faisait tenir s'effondre et où il faut pourtant continuer à vivre. Clinicien rigoureux, scientifique de formation, il a reçu des milliers de patients et publié plusieurs ouvrages devenus des classiques, parmi lesquels Vivre le deuil au jour le jour ou Après le suicide d'un proche. Des livres largement lus, transmis, utilisés par les soignants parce qu'ils abordent la résilience et les transitions existentielles sans promesse facile, en croisant approche médicale, psychologique et une ouverture assumée à la dimension spirituelle de l'expérience humaine. Il vient également de créer une plateforme dédiée au deuil et c'est une première en France. Christophe Fauré n'explique pas l'inexplicable, il ne force pas la guérison, il accompagne le passage. Et à force de travailler au plus près de la mort, ce sujet encore si tabou, une évidence s'est imposée. Il existe des zones que la science ne peut ni mesurer ni nommer complètement. C'est pour cela que je le reçois aujourd'hui, pour aller là où la psychiatrie s'arrête parfois, à la frontière du visible et de l'invisible. Bienvenue Christophe Fauré. Bonjour Audrey, merci beaucoup pour cette invitation. Je suis extrêmement touchée et émue de te recevoir parce que tu fais partie des personnes que j'admire le plus. Mon Dieu. Ton rôle Waouh. est essentiel. Et pour commencer comme ça, c'est Mais c'est vrai, fort, ton hein. rôle est essentiel. Tu accompagnes, d'abord tu as beaucoup travaillé sur les fins de vie, mais tu accompagnes aussi les gens qui sont en deuil et dans ces grandes bascules, comme on l'a dit dans la présentation. Et on a besoin de gens qui osent aborder ce sujet Ouais, si tabou qu'est la mort. Donc merci déjà. super. Merci de faire ça, parce que vous n'êtes pas nombreux en fait. On n'est pas nombreux. C'est pas beaucoup de psychiatres, de psychologues plus, psychiatres, mais vraiment très très peu. Avec cette peur justement qui fait est presque phobique, qui fait que c'est très peu développé. Du moins dans les pays francophones. Les pays anglophones, c'est un petit peu différent, mais c'est peu encore chez nous. Oui. Mais justement, c'est ma première question. Comment, alors que tu es psychiatre, t'en viens à vraiment en fait te focaliser sur le deuil et sur la mort? Je sais aussi que tu as travaillé dans les soins palliatifs Mais aussi. justement, là, au tout début de mes études de médecine, c'était l'épidémie de sida et je travaillais j'ai été externe à l'hôpital de l'Institut Pasteur, qui était un des premiers lieux qui accueillait les personnes touchées par le sida. Donc j'étais tout jeune, hein, j'avais 23, 24 ans à l'époque et donc je me suis vraiment confronté très jeune à la fin de vie et un peu dépassé par la situation, je me suis dit: «Il faut que j'aille voir un petit peu plus loin. Qu'est-ce que c'est que l'accompagnement de fin de vie?» Et là, j'ai tapé à la porte de l'unité de soins palliatifs de Michel Salaman, qui est la pionnière des soins palliatifs à l'hôpital Paul Brousse, à Villejuif. Et là, elle m'a dit: «Christophe, vas-y, apprends tout ce que tu peux». Et donc, dans le concept des soins palliatifs, il y a l'accompagnement de fin de vie, donc tout ce qui est contrôle des symptômes de la douleur, tous les symptômes physiques, mais aussi psychologiques, la prise en compte également des proches, et notamment des proches
après le décès. Et donc, dans le concept de soins palliatifs, il y a le deuil. Donc, en travaillant en soins palliatifs, on travaille directement dans le deuil. Et je ne sais pas, vraiment sincèrement, je ne sais pas pourquoi exactement je me suis focalisé sur le deuil, mais il y a quelque chose dans cette dynamique qui fait que c'est assez étonnant. Alors que tout s'effondre, alors qu'on perd son enfant ou son compagnon ou son parent, enfin, la personne qu'on aime le plus au monde, et que rien ne devrait pouvoir permettre de se restaurer son cœur, restaurer son âme, mais il y a quelque chose qui se passe et qui, en fait, en travaillant là-dessus, s'est révélé comme un processus naturel, hein. Tu te coupes naturellement sans que tu développes je veux dire, de force de volonté, de caractère. Tu vas constater qu'il y a une intelligence et une sagesse fondamentale de ton corps qui sait exactement quoi faire, au-delà de ta raison, ton raisonnement, ta volonté, quoi faire pour réparer cette plaie. Eh bien, cette intelligence du corps, c'est la même intelligence psychique qui sait, quand on a la blessure de la perte de quelqu'un qu'on aime, qui sait réparer, alors que nous, consciemment, mais je vais jamais y arriver, je vais jamais pouvoir savoir faire ça. Eh bien, il y a quelque chose dans ce processus naturel. Et là, le fait de travailler avec les personnes en deuil, progressivement, je me suis ancré dans une certitude absolue, parce qu'il y a 30 ans de pratique derrière, hein, 30 ans de certitude qu'il y a un processus naturel, qui a des étapes, hein, que c'est douloureux, mais c'est pas le deuil, c'est pas le processus qui est douloureux, c'est la perte de la personne qu'on aime. Faut pas se tromper, hein. C'est la perte de mon enfant, par exemple, qui est douloureuse, et le processus de deuil, l'équipe médicale qui est là pour essayer de cicatriser au mieux cette plaie. Il y aura toujours une cicatrice, il y aura toujours un endroit de souffrance. Mais le processus de deuil, il te permet de passer de 100% de souffrance qui envahit complètement ta vie, à progressivement mettre cette souffrance à un endroit. Il y aura toujours de la souffrance, hein, à un endroit, mais autour, il y aura de la vie. Et tu sais pas comment tu as fait. Et des personnes qui ont perdu leur petit ou leur conjoint dans des suicides, des décès graves, hein, comme c'est ce type de deuil que j'accompagne, disent, mais après 6 ans, je vais bien, mais je comprends pas comment ça s'est passé. Mais je sais que je vais bien, même si je sais qu'il y a toujours le manque, même si je sais qu'il y a toujours un point de douleur qui se réactive à Noël ou la fête des mères ou la Saint-Valentin, si les gens, enfin, bref, ça va être la Saint-Valentin, mais qu'il y a quand même quelque chose de cette intelligence et cette sagesse fondamentale de mon être qui s'est mis en œuvre au-delà de ma volonté pour mettre cette souffrance à un endroit et me permettre d'exister à côté. Donc c'est vraiment, Le c'est temps qui fait son œuvre. c'est le temps et le processus, hein. Il y a un processus naturel. Tu parles des 5 étapes du deuil, par exemple, que Elisabeth Kubler-Ross a Oui, su alors nommer ou pas tout à fait les étapes de Kubler-Ross qui renvoient pas tout à fait à cela. C'est plutôt quatre étapes, mais grosso modo, bon, c'est similaire ou c'est assez proche. tu peux Qui nous décrire, toi, ces 4 étapes? Alors ces 4 étapes, c'est la première étape, c'est l'étape de choc, de sidération. C'est vraiment la personne est vivante et elle est plus vivante. C'est l'interruption brutale qui est là. Et on a le tout début de ce mécanisme de protection qui est que notre esprit, il va créer une espèce de dissociation, hein. On va se dissocier un peu de façon normale et naturelle pour mettre un peu à distance la réalité de cette de souffrance avec soi-même, comme si on coulait une chape de béton entre soi et cette souffrance-là pour éviter d'être complètement submergé. C'est pour ça que dans les premières heures ou les premiers jours, on est un petit peu comme un peu zombie, un petit peu complètement ailleurs, un petit peu déconnecté. On sait ce qui s'est passé, bien sûr, mais il y a quelque chose en soi qui n'arrive pas encore à y croire. Donc ça, c'est la phase la phase de choc, de sidération. Tu avances dans le temps, je vais vite, hein, pour pas être trop délayer trop. La deuxième étape, c'est à peu près à peu près 15 jours jusqu'à peu près 6, 8, 10 mois. Donc tu vois, il y a 4 étapes et on est déjà presque à 8 mois après la deuxième étape qui est où on va chercher la personne. En fait, dans la relation, quand la personne était vivante,
on se voyait, on se parlait, on communiquait ensemble, on se touchait, on se serrait dans les bras, on échangeait. Ça, c'était l'énergie de la relation. Mais c'est pas parce que tu meurs que ce mouvement-là qui durait depuis peut-être plusieurs années va s'interrompre pour autant. Il va persister et pendant de longs mois, 6, 8 mois, je vais continuer à être dans cette quête de toi dans le monde. Quand je dis dans le monde, c'est à l'extérieur. Cette quête de toi dans le monde. Donc, je te vois plus, bah, je vais mettre ta photo partout sur mes écrans ou mon téléphone. Je t'entends plus, je vais pas annuler mon, mon truc de téléphone pour entendre ta voix. Je vais écouter tous tes messages WhatsApp. Je peux plus te toucher, bah, je vais mettre tes pulls. Je peux plus te sentir, je vais mettre ton parfum. Et puis, je vais parler de toi tout le temps, tout le temps, tout le temps. Donc, pendant un certain temps, dans cette deuxième étape, on est à la recherche de la personne et d'une certaine manière, elle continue à exister dans le monde. Ça te touche, hein? Ouais, putain. Vraiment, ça te touche, hein? Qu'est-ce qui te touche comme ça? Bah, parce que j'ai jamais entendu parler de cette étape, tu vois? Ah, ok. Moi, j'ai lu Elisabeth Kubler-Ross. C'est pour ça que Et c'est pas c'est la la même première chose? fois que tu mets des mots, en Oui, fait, sur oui, un truc que j'ai vécu, évidemment, et que j'ai vu d'autres vivre. Alors ça voilà. me touche, pardon. Et tu vois, ça, bah, t'as un exemple parfait là. On ne sait pas ça. Si on le savait, le fait de garder les photos de son enfant partout dans la maison pendant 6 mois et que les proches ils sont là, ils arrivent à la maison en disant mais, oh, c'est relou, elle fait un deuil un peu compliqué, c'est anormal. Non, c'est complètement normal, mais notre société a tellement perdu la connaissance de fond du processus de deuil qu'elle arrive à considérer comme anormal et pathologique des choses complètement euh, prévisible, normal, souhaitable pour le processus. Donc si je continue, là on va chercher la personne dans le monde. Donc d'une certaine manière, on va pas bien, on le sait il y a le manque et tout, mais d'une certaine manière, on va pas si mal que ça, parce qu'on continue de la faire exister. En plus, les proches sont là, ils en parlent, on échange et tout. Mais il y a la troisième étape, et à mon sens, tu vois, c'est là où la douleur du deuil commence vraiment, où le manque arrive avec un grand M, où l'absence se fait sentir avec un grand A. C'est que c'est à peu près une tournure, pas une tournure, mais un point de rupture que la plupart des gens ignorent, qui survient à peu près être 6, 8 mois après le décès. Donc transition entre la deuxième et la troisième étape de déstructuration, où où progressivement, tu n'as plus de nouvelles photos, tu n'as plus de nouvelles vidéos, donc tu es en train de perdre le lien visuel. Tu n'as plus de nouveaux audio, tu es en train de perdre le lien auditif. Les odeurs, les vêtements et tout, tu continues de les porter, mais les odeurs sont parties. Les gens parlent de moins en moins de la personne, on prononce plus son prénom, on prononce plus son nom. Et puis, tu as peut-être repris ton travail, tu as peut-être repris ton activité. Donc, extérieurement, les gens, ils peuvent avoir l'impression, fausse, hein, l'impression que, bon, bah, ça va mieux. Et quand les gens demandent, alors, ça va? Là, on se sent obligé de répondre ça va. Parce que on sait que les gens, ils ont envie qu'on réponde ça va. Mais dedans, on est complètement brisé et on peut être super au travail, puis on rentre à la maison et passer sa soirée devant les photos de la personne qu'on a perdue. Et ça, cette transition, deuxième, troisième étape entre 6, 8 mois, c'est un moment où on se dit, mais avec le temps, ça va pas mieux. Avec le temps, c'est pire, je suis pire intérieurement, plus dévasté intérieurement maintenant qu'au début. Et je dis: «Mais c'est pas normal, ça devrait pas se passer comme ça. Qu'est-ce que je fais pas que je devrais faire pour pas ressentir ça?» Et si on sait pas que c'est normal, si on sait pas que c'est complètement prévisible et dans la logique du processus de deuil, ben, on panique. On panique complètement et on commence à dire: «Je suis en train de faire une dépression, il faut que je prenne des médicaments» et cetera et cetera. Et c'est pourtant cette troisième étape, elle est nécessaire et moi je mets des guillemets, hein, je suis content quand elle arrive parce que ça veut dire que le processus, Avance. avance. Et donc cette troisième étape, c'est vraiment un moment où qui est le plus dur parce que tu as pas encore, comme on dit, intérioriser la relation. Parce que c'est ça le processus de deuil, hein. C'est passer d'une relation extérieure à une relation intérieure. Mais la troisième étape, tu pas encore intériorisé la personne. Donc c'est un peu un no man's land. Quand je tends la main dans le monde, t'es plus là. Et quand je tends la main à l'intérieur de moi, t'es pas là.
Donc c'est vraiment presque l'impression de te perdre une 2e fois et au bout du compte, cette 3e étape, c'est vraiment l'étape où on a ce qu'on appelle le vécu dépressif, qui est pas une dépression, hein. La dépression, c'est une complication du vécu dépressif, mais le vécu dépressif, c'est vraiment un ressenti qui ressemble à une dépression, mais qui est pas une dépression et qui évolue par: «Je vais mieux, je vais moins bien, je vais mieux, je vais moins bien» et on se demande, c'est la période la plus difficile parce que elle va durer longtemps, elle peut durer de longs mois, elle peut durer quelques 1 an, 2 ans, parfois, tu vois? C'est vraiment un temps long, surtout imagine ton enfant qui meurt par suicide, ça peut durer vraiment, vraiment longtemps et donc comme ça dure tellement longtemps, tu te dis: «Mais ça va être ça ma vie maintenant? Ça va être ça? Au nom de quoi quelque chose va changer?» On pense alors que le deuil, c'est un état et on oublie complètement, parce qu'on ne sait pas, que c'est un processus. Que le fait de on se lève le matin, ça fait peut-être 2 ans qu'on a perdu son compagnon ou son enfant et on se dit: «Mais je peux plus respirer quoi, je peux plus exister. Comment je vais avancer dans ma journée?» Je dis: «Mais tout est figé, tout est bloqué, tout est noir, tout est fermé, tout est je suis dans une impasse» et on se dit: «Mais c'est foutu, ma vie, elle va être comme ça maintenant». Les gens sont persuadés de ça. Et on oublie qu'il y a un processus, parce qu'il y a un processus. Parce qu'au fil du temps qui passe et vraiment on traverse des vallées sombres, hein, des canyons d'obscurité, de souffrance. Alors c'est inhérent au processus de cicatrisation, hein. Donc j'insiste, hein, c'est pas le deuil qui fait mal, hein, c'est le décès de la personne. Mais on a l'impression que c'est le deuil qui fait mal parce qu'il y a vraiment ce processus de cicatrisation dans les tréfonds, ça travaille. Et c'est pour ça d'ailleurs qu'on est épuisé, hein. Les gens en deuil disent, «Je suis épuisé, psychiquement parce que je suis tout le temps là-dedans, mais je suis épuisé physiquement» et on oublie que le deuil aussi, c'est un épuisement physique. Donc il y a toute une composante de prendre soin de son corps aussi quand on est en deuil. Le processus de deuil naturel qui avance. Parce que cette 3e étape, alors qu'on a l'impression qu'on va jamais s'en sortir, mais vraiment, les gens disent: «Mais écoutez docteur Forêt, les autres oui, moi jamais. La mort de mon petit, la mort de mon conjoint, mais jamais je vais m'en sortir, jamais» et pourtant, il y a une 4e étape. Ça survient tout doucement, hein, c'est pas comme ça, hein, du tout, du tout. Ça survient tout doucement et puis ça demande aussi d'être accompagné, d'être travaillé, accompagné par des proches ou par des associations, par des psys ou par soi-même, hein, vraiment être accompagné en tout cas. Écrire, réfléchir, enfin vraiment faire un travail, Lire. hein, lire, Sur le vraiment deuil. lire sur le deuil, des choses comme ça, qui progressivement vont faire que accompagner cette 4e étape, qui est l'étape de restructuration, où progressivement, sans qu'on sache pourquoi, il y a quelque chose de puissant en soi qui commence à restructurer les choses. C'est-à-dire qu'il y a une redéfinition de soi par rapport à la personne qu'on a perdue. C'est-à-dire on sait qu'elle n'existe plus dans le monde. Maintenant, on le sait. On arrête d'espérer de la retrouver à l'extérieur. On sait qu'elle est plus dans le monde. Mais il y a le processus d'intériorisation, on parle d'introjection de la personne. Et on se dit, mais t'es en moi. Tu existes. Les gens parlent moins de toi à l'extérieur, mais t'es en moi. Il y a quelque chose de toi, mais c'est plus de l'ordre d'une présence, tu vois, de quelque chose comme si on versait de l'eau dans de l'eau, où on est tissé ensemble, comme si tu étais en fond d'écran tout le temps. Tout le temps, tout le temps, toute ma vie, pendant 10 ans, 20 ans, 30 ans, tu seras toujours en fond d'écran, mais je continue à modifier ce lien avec toi, continuer à le faire vivre. Redéfinition donc de moi par rapport à la personne que j'ai perdue, redéfinition de moi par rapport à autrui, c'est-à-dire que j'accepte, alors qu'au début c'était insupportable, que les autres aient continué leur vie alors que la mienne elle était arrêtée. Là je dis ok, je peux avoir un autre rapport au monde, je peux avoir un autre rapport aux gens, je peux avoir ma place légitime dans le monde, exister pleinement et pas que en référence à ma perte, mais exister pleinement moi en tant qu'Audrey, tu vois? En tant qu'Audrey, pas en tant que, personne qui a perdu, un proche. Donc une redéfinition, retrouver sa juste place dans le monde
Et puis le troisième, qui est vraiment... Et ça n'a pas de fin, la quatrième étape n'a pas de fin. C'est pour ça que c'est idiot de dire faire son deuil, parce que ça s'arrête jamais. La quatrième étape, elle dure tout le temps, parce qu'on est tout le temps façonné, malaxé Tu par dirais quoi, toi, si faire son deuil, c'est pas le bon terme, tu dirais quoi? traverser le deuil. Traverser le C'est deuil. une traversée qui est longue. Et même si on arrive sur le bord de la rive, on continue à avancer, on reste malaxé, parce qu'on avance sans la personne qu'on aimait dans le monde, même si elle est là intérieurement. Et le plus important, donc, redéfinition de soi par rapport à soi. C'est, après toutes ces années, cette perte, qui je suis maintenant? Quelle est cette personne que je suis devenue? Qu'est-ce que j'ai reconstruit? Qu'est-ce qui est encore à retravailler? Qu'est-ce qui est encore qu'est-ce que j'ai acquis? Parce que c'est à un moment donné, on peut se rendre compte qu'il y a eu des gains, en fait. Hein, j'ai perdu mon compagnon, j'avais 3 petits-enfants en bas âge. Eh bien, et je me rends compte que bah, j'ai pu reprendre mon activité professionnelle. Et puis, je me rends compte que je suis une maman qui est super, et que mes enfants, 5 ans après le décès de leur papa, Ça ils vont bien, quoi. Et c'est moi qui ai fait ça, mais comment j'ai fait? Je sais même pas. Les gens, ils disent: «Ah, t'es forte et tout». Mais non, j'ai arrêté de dire que je suis forte, je suis pas forte. Je sais pas comment j'ai fait, mais je l'ai fait. De toute façon, j'avais pas le choix. Et il y a un gain qui peut être là d'estime de soi, d'espèce d'humble fierté légitime de se dire: «J'ai traversé ça». Je pensais pas, et avoir la surprise aussi de se dire, si on est en âge, par exemple, si on a perdu un bébé. J'ai beaucoup travaillé avec les parents en deuil, pour ça. Je fais souvent des références avec Je sais que des tu as des travaillé avec les deuils les plus compliqués à voilà, faire, donc, les suicides, et beaucoup les enfants. Donc peut-être et des dire: «Tiens, morts, je» dites, absurdes ou oui, enfin, parce que, un accident bête, toutes sont absurdes, bêtes, des attentats, des choses comme ça, et de dire: «Tiens, je peux avoir un autre enfant sans trahir l'autre enfant». Ce sera le petit frère ou la petite sœur, et il y aura un grand frère, une grande sœur qui continue, et on fait la paix avec ça. On peut même, si on a perdu son compagnon, sa compagne, retour. retomber amoureux sans trahison, parce qu'on sait que c'est 2 niveaux d'amour qui sont différents. Pas l'un plus que l'autre, différents. Un qui existe dans le monde, et un qui existe à moi, en moi, à tout jamais. Et donc l'autre personne, elle doit accepter aussi ce chemin-là. Il y a aussi un chemin, donc il y a une vraie reconstruction. Donc tu vois, on est blessé à tout jamais. Il y a cette blessure qui est là. Il y a le manque qui sera toujours présent. Et les gens disent parfois: «Mais je ressens le manque», par exemple à Noël, pendant les vacances, des choses comme ça. Et donc moi, j'ai pas avancé dans mon deuil. C'est complètement faux. Le manque fait partie du deuil à tout jamais. À tout jamais. Parce que le manque fait toujours référence à l'extérieur. Là, maintenant, tout de suite, à ce repas de Noël, tu me manques là, à l'extérieur. Je te sens dedans, mais tu es pas là, Merci de le hein. dire. Et puis, c'est en lien avec l'extérieur, et c'est en lien avec le présent. C'est: tu me manques là, maintenant, et pas tu me manques hier, ou tu me manques demain. Tu me manques peut-être un peu demain, mais tu me manques. Donc c'est toujours le manque est toujours, et donc comme la personne ne sera jamais plus dans le monde, il y aura toujours dans le manque. Tu n'es pas là dans le monde, et ce sera toujours au moment où j'aimerais que tu sois là, et tu es pas là. Donc il faut surtout pas que si, 10 ans, 15 ans, 20 ans après la perte de la personne qu'on aime, on dit: «Je suis dans le manque, donc j'ai pas avancé dans mon deuil», de se dire que, il y a eu un problème. Non, le manque, c'est la signature de l'amour qui perdure à tout jamais, et je voudrais tellement que tu sois présent. Tu es pas là, mais après, grâce au processus de deuil, il y a quelque chose en moi qui a fait la paix avec ça. Et j'ai dit: «OK, cette réalité que je voulais combattre, contre laquelle je me suis arc-bouté pendant des années, pour, les premières années, pour dire: "Je veux pas de ça", et que progressivement on a mis genou à terre en disant: "C'est ainsi. J'ai beau lutter, c'est ainsi"». Et curieusement, tu vois, quand on lâche la souffrance, il y a de l'apaisement qui arrive. Parce que plein de gens au début disent: «Je veux surtout pas lâcher ma souffrance, parce que si je lâche ma souffrance, je lâche le lien avec la personne». C'est complètement faux. En fait, c'est la souffrance qui empêche, La cicatrisation. qui empêche de percevoir
la présence qui est là. La présence est toujours là, mais la souffrance est tellement intense qu'on a l'impression que si on enlève la souffrance, on va enlever le lien. Alors que quand on se rend compte des années plus tard que quand la souffrance progressivement s'estompe, en fait, l'intensité, la plénitude du lien, qui n'est plus le lien extérieur, mais qui est le lien intérieur, continue à exister en moi. Donc vraiment, j'exhorte les gens à dire, restez pas accrochés à la souffrance en vous disant que si je lâche ma souffrance, Ça veut dire que je, je je, l'aimais pas je, vraiment, je je suis l'aimais pas pas une bonne vraiment, ou personne. que je le trahis, ou que je l'abandonne, etc. C'est complètement faux. Donc tu vois, tu vois, il y a des notions comme le manque, comme quelque chose qui est anormal par rapport au vécu du deuil. C'est pas vrai. Le fait de la souffrance ne crée pas le lien avec la personne, c'est pas vrai. Le deuil qui est plus difficile après 6, 8, 10 mois, alors qu'on a l'impression que c'est anormal, c'est pas vrai. Tu vois, il y a plein de choses dans le processus de deuil que notre société a complètement oublié. Tu comprends pourquoi je te remercie au début de ce podcast de faire ce travail? C'est adorable, oui, oui, oui. Pourquoi Il faut notre société, elle a oublié ça? Pourquoi est-ce que notre société, elle a si peur de la mort? Pourquoi est-ce que la mort est un sujet si tabou? Je te le demande à toi, puisque tu as dédié ta vie à Bah, travailler sur ces sujets. tu sais, au début, dans les années à peu près 50-60, on est passé de l'accompagnement de fin de vie de la maison à l'hôpital. Et tant mieux, parce qu'il y avait des techniques qui se développaient. Donc on a délégué, alors que c'était les proches qui accompagnaient à la maison. Là, il n'y avait pas les médecins. Et donc, c'est devenu à l'hôpital. Donc, au chevet du lit du malade, il n'y avait pas en première ligne les proches, il y avait les médecins et les infirmières. Et tant mieux, c'est indispensable. Mais on a progressivement perdu ce savoir ancestral de l'accompagnement de la fin de vie. Et en conséquence, comme on a pris un petit peu de distance par rapport à la mort, qui disparaissait des villages, qui disparaissait des maisons, qui allait dans les hôpitaux, progressivement, on a aussi mis en distance le corollaire immédiat de l'accompagnement de la fin de vie avec l'accompagnement du deuil. Et on a perdu tout doucement, imperceptiblement, depuis à peu près les années 60-70, cette connaissance de ce qu'est en profondeur le processus de deuil. On a perdu les rituels. Je dis pas qu'il faut à nouveau se mettre en noir et tout, mais on a perdu quand même des rituels. Hein, quand tu es en plein été, tu as perdu ton petit, puis tu as ta petite robe d'été parce qu'il fait chaud. Et personne ne sait que tu as perdu, que tu es brisé, parce on n'a plus de signes extérieurs qui montrent ça. Donc, notre société elle a besoin de réapprendre des choses. C'est à travers cette plateforme de Lumière dans ma nuit que j'essaye aussi de donner ces informations-là pour que les gens Cette plateforme que tu as créée qui s'appelle Une lumière dans la nuit. dans ma nuit, Une lumière dans ma nuit. Dans ma nuit, C'est un une programme d'accompagnement. première en France. On s'est posé Ouais, même la question de savoir si c'était une première mondiale. On ne sait pas. Mais en tout cas, ouais, en tout cas, moi, il y j'ai a jamais entendu parler d'une voilà. plateforme dédiée au deuil sur laquelle Ouais. je Et peux avec aller pour avoir des plein informations, de des choses. conseils. Là, ce que je suis en train de te dire, là, on est en fin d'écran. Ce que je te raconte là, il y a 16 heures de vidéo comme ça. Parce qu'on a besoin de savoir, mais comment les autres ont fait, quoi. Même si on a perdu son compagnon, on est intéressé par dire, mais comment quelqu'un qui a perdu son petit, il a fait? Parce qu'au bout du compte, même si les histoires sont très diverses et très, très singulières, uniques, on se rend compte, en fait, quand on écoute, il y a plus de 11 heures de témoignages. Hein. On a même des enfants qui ont perdu leurs parents. C'est des audios? C'est des audios, oui, des audios. Euh, oui, il y a vidéo et il y a audio. Euh, eh bien, on se rend compte, en fait, que au-delà de l'unicité des histoires, on entend le processus de deuil. On dit, ah oui, mais il est là chaque fois. Et ça corrobore ce que je raconte dans les vidéos. Et il y a justement aussi il y a une rubrique qui est les ressources, toutes les associations, France, Belgique, enfin, tout ce qui est francophone. Et il y a une rubrique hyper importante qui est la dimension spirituelle du deuil. Fondamentale. Tu as eu le Oh, sourire qui naît sur oui, mon je visage? vois, ouais, je vois. Non, parce que au début, très psychiatre, voilà, psychiatre et tout, dimension psychologique du deuil, indispensable. Tu as vu, parce que c'est pas parce qu'on parle de dimension spirituelle que ça va estomper la souffrance du deuil. Elle est là. Mais c'est comme un oiseau, la psychologie, c'est qu'une aile de l'oiseau. Il faut une deuxième aile. Et la deuxième aile, c'est la dimension spirituelle, je dirais à deux niveaux.
La première dimension spirituelle, c'est tout ce qui est le questionnement fondamental de la quête de sens. Qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi ça s'est passé? Quel est le sens de ça dans ma vie? Qu'est-ce que je fais de ça? Non pas au niveau psychologique, mais au niveau spirituel. Qu'est-ce que, dans la subtilité de mon être, du sens de ma vie, de ce que je suis euh, amené à vivre dans ma vie, quelle est l'incidence de ça? Ça, c'est le premier volant des dimensions spirituelles. Et tu as le deuxième volant de la dimension spirituelle qui est quasi, pas tout le temps, hein, mais très, 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 très fréquente dans un questionnement sur où est-il? Où est-elle? Donc le questionnement sur la continuité de la conscience après la mort. Et ça, en accompagnant les personnes depuis 30 ans, en travaillant en unité de soins palliatifs, ce sont des choses qui reviennent tout le temps. Et j'étais presque obligé, ça s'est invité dans ma pratique. Je ne le cherchais pas particulièrement, mais ça s'est tellement invité avec force, la dimension spirituelle du deuil sur questionnement sur la continuité de la conscience après la mort, que véritablement j'ai commencé à écouter plus attentivement ce que les gens me disaient, les gens en deuil me disaient, en parlant par exemple de ce qu'on appelle les signes. Hein, après le décès, tiens, j'ai eu des signes, ce qu'on appelle les VSCD, vécu subjectif de contact avec un défunt, VSCD. J'ai une toute petite question, Ouais. excuse-moi de t'interrompre. À la base, toi, quand tu fais ta formation de psychiatre, c'est quoi ton rapport à la spiritualité, juste pour savoir? Alors, mon rapport à la spiritualité, j'ai un chemin bouddhiste en fait. Hein, il se trouve qu'il y a 25 ans maintenant, j'ai fait un espèce de burn-out, hein, tu vois, un truc comme ça. Et je me suis dit, là, je suffoquais un petit peu sur trop de cette souffrance, justement, d'accompagnement de deuil, de fin de vie. Et j'ai dit, il faut que je reprenne souffle par rapport à ça. Et je suis allé pendant 2 ans dans un monastère bouddhiste tibétain dans le sud-ouest de la France, à Dakpo Tu Kagyu. as arrêté de J'ai travailler. tout arrêté pendant un gros sabbatique pendant 2 ans pour m'imprégner pour déjà la méditation, poser mon esprit, prendre soin de moi. Je prenais trop soin, je m'oubliais trop dans le soin à l'attention aux autres et vraiment je m'étiolais intérieurement. Et, et l'approche bouddhiste tibétaine, quand on entend approche bouddhiste tibétaine, on entend le livre des morts tibétains, tu vois, Bien donc, sûr. donc ça a forcément connecté avec ce que j'avais commencé à entendre quand je travaillais en unité soins palliatifs, en me disant, mais tiens, c'est marrant, il y a des choses similaires. Donc il y a quand même cette tonalité bouddhiste tibétaine qui était là, mais pas tant, tu vois, pas tant dans le partager cette dimension-là avec les gens, c'est plutôt ce que ça a fabriqué en moi, ce que ça a consolidé en moi, ce que ça a mis en moi comme colonne vertébrale pour pouvoir affronter, je dois dire, plus sereinement, plus paisiblement la souffrance des autres personnes. Mais sans forcément que les gens soient au courant, hein, même si j'écris un bouquin là-dessus, ça s'appelle S'aimer enfin, mais qui est d'abord, c'est pas du tout, je n'apporte pas les concepts bouddhistes avec les patients. C'est vraiment, ça a été ma construction, mon socle, et sur ce socle solide, je peux aider là où est la personne, hein, là, en fonction de ce qu'elle croit, oui. Et avant ça, Avant, avant ce avant, burn-out, avant que tu aies commencé à travailler avec, en soins palliatifs, autour de la mort et autour du deuil, avant ça, à, enfant, et cetera, c'est à quoi ta 13 ans, 13 ans, donc là, il y a longtemps, hein, à 13 ans, c'est hier, hier, hier matin? avant-hier, c'est la sortie du livre de Raymond Moody, Oui, La vie après la vie, que plein de gens ont lu, bien sûr, j'imagine que tu, bien que sûr. tu as lu, et vraiment, il venait de sortir, et je me souviens quand j'ai ouvert ce livre-là, c'est marrant, hein, il y a un truc en moi qui me dit, mais je connais, mais je sais pas comment, mais je connais, j'avais 13 ans, hein, je connais, et il y a quelque chose. Vraiment, je me souviens, c'était entre la cuisine et la salle à manger. Je me souviens de l'endroit en disant, ma vie va parler de ça. Tu vois, on parle de mission de vie, tu sais, on parle de connaissances très intimes de pourquoi on est sur cette terre-là. Il y a quelque chose là, petite brèche qui s'est fait à ce moment-là qui me dit,
Ah OK, c'est ça. Parce que dans la préface, il parlait d'Elisabeth Kubler-Ross sur les soins palliatifs et on n'avait pas internet à l'époque, hein. Il y avait encore des dinosaures qui étaient dans les rues, c'était il y a très, très, très longtemps et et c'est des années plus tard où j'ai fait le lien en disant: «Ah OK». Philippe Guimand, il dirait que c'est un souvenir du futur. Exactement. Je pense que c'était ça. C'était un souvenir du futur que le Christophe du futur était en train de me dire au Christophe du passé, disant: «Ça va être ça ton chemin, mon petit bonhomme». Tu crois que c'est possible? Je crois que c'est possible, bien sûr, oui. Parce que quand on travaille, hein, avec les personnes qui font des expériences de mort, imminente, qu'on écoute tous les récits, le temps n'est qu'une donnée de ce monde-là, de notre monde en 3 dimensions, notre perception de la réalité via notre cerveau, qui définit le temps et l'espace. Mais tous les témoignages, mais pas un, tous les millions de témoignages qu'on a de personnes qui ont fait des expériences de mort imminente, disent toutes: le temps n'existe pas. Donc, il est complètement cohérent que, comme le temps, c'est un éternel maintenant, hein, l'instant présent, c'est pas un moment dans le temps, c'est Tout ce qui est. tout ce qui est dans l'instant. Et donc, tu peux capter des choses qui, dans ta perception chronologique de ta vie, être du futur, mais qui, dans la perception, si on inverse le, le fil du temps, être simplement une perception dans l'instant de ce qui est dans ta compréhension du futur. Donc, les souvenirs du futur me semblent presque évidents. Certains physiciens quantiques disent que donc en effet le temps n'est pas, à l'horizontale mais à la verticale comme une tresse en fait, le Ouais. passé, le présent, le futur tressé et donc que nous ne sommes pas encore nés et à la fois nous sommes déjà morts. Exactement, C'est troublant, exactement. hein? Oui, C'est vertigineux. c'est vertigineux. Et d'ailleurs, c'est juste une petite parenthèse, dans la pratique de la méditation, tu rejoins ce lieu en toi qui est accessible, hein, il n'y a rien de mystérieux là-dedans. Ce lieu en toi d'éternité en toi et de non-espace en toi, de non-temps et de non-espace en toi. Et tu demeures simplement. Il n'y a rien à faire de particulier. Tu demeures là-dedans, mais tu as l'intégralité de tout ton être qui se trouve à ce moment-là. Et c'est en ça que c'est ressourçant. La méditation, c'est que tu sors du carcan du temps et de l'espace. Et voilà. Et juste pour revenir, continuer le fil, tu parlais des V VSCD, oui. Les VSCD, alors les VSCD, ce sont quelque chose qui survient, tu peux redire? Vécu? vécu subjectif de contact avec un défunt. Et d'ailleurs, c'est très étudié. Alors, tout ce que je te raconte, ça pourrait paraître complètement barré pour les gens qui ont jamais entendu parler de ça. Mais si on va dans les pays anglo-saxons, c'est très étudié. Et notamment, il y a une, non, je parle des pays anglo-saxons, mais je te parle d'une femme suisse qui est une amie, Evelyne Elsässer, qui est vraiment une chercheuse connue au niveau international pour travailler avec une équipe de l'université de Northampton en Angleterre, avec des professeurs d'université, tu vois, c'est pas des petits rigolos, qui travaillent sur les VSCD et ils ont mené de une étude. Le premier volant est terminé, le deuxième est toujours en cours, sur des études de tous les témoignages de personnes qui ont fait un VSCD. Et qu'est-ce que c'est un VSCD? C'est la perception d'un proche décédé à partir du moment du décès jusqu'à peu près 6 mois, 1 an après. Il y a des VSCD qui sont plus, au-delà de 1 an, mais en moyenne, c'est vraiment, c'est jusqu'à 6-10 mois. Et on pourrait se dire: «Oui, mais d'accord, c'est». C'est une fabrication Oui, mentale mais pour, oui, faut survivre au mais deuil. oui, mais évidemment, hein, tu traumatisé par ta perte, donc Tu tu inventes. tu inventes. Et pourtant les VSCD sont très bien calibrés. C'est toujours très court. C'est quelques secondes. Tu as pas des VSCD de 5 minutes. C'est très, très court dans le temps. Ça peut être soit, sensoriel, dire voir la personne, soit flou, soit très direct, soit son visage, soit en entier. Ça peut être, sentir,
tu as l'impression d'être touché, tu te retournes et il y a personne, soit brutalement sentir son odeur. Enfin, donc ça peut être très sensoriel. Ça peut être aussi avec des phénomènes électriques ou de radio, des lumières qui s'allument, des ordinateurs qui s'allument tout seuls, des radios qui se mettent en en marche avec juste la musique qu'on a passée lors de la crémation, enfin des phénomènes même des phénomènes téléphoniques. Et ça, c'était étudié, hein. Il y a une chercheuse, à l'université de New York, j'ai oublié son nom, qui a fait une étude sur les coups de téléphone Mais c'est pas possible. reçus. Non, mais c'est J'ai des hallucinant. frissons Ah non, mais partout c'est parce que hallucinant. quelqu'un m'a appelé il y a quelques jours pour me dire, «Je viens de perdre, mon beau-père, mais il Ouais. était comme mon père. J'étais au téléphone avec mon copain et d'un coup, j'entends le numéro que vous avez demandé n'est plus attribué et je regarde et c'est le numéro de mon beau-père, Beh, voilà. comme s'il l'avait appelé». Il dit: «Mais c'est pas possible, je vois pas comment c'est possible». Et Exactement, elle me dit beh, tu oui, vois, bah, c'est bah, fou. dans cette étude-là et c'est pour ça, tout ça, c'est pas de la croyance. C'est hyper important que les gens qui nous écoutent et qui nous voient, comprennent que c'est pas des croyances, c'est étudié et elle a fait une étude C'est sur étudié parce qu'il y a un trop grand nombre de récits, mais oui, c'est c'est ça? ça. S'il y avait 10 récits, 100 récits, 1000 récits, on se dirait: «OK, bon, voilà». Mais non, tu as des centaines de milliers de récits qui parlent tous de la même chose. Donc, si je reviens sur les VSCD, il y a aussi ce qu'on des signes, mais ça, c'est plus subtil, de papillons. Le papillon revient très souvent. Les rouges-gorges reviennent très souvent. On a l'impression que, en plein milieu d'hiver, il y a un papillon qui vient se poser sur ta main dans ton appartement. Je dis: «Mais c'est pas possible, quoi, comment?» Donc, il y a perception visuelle, perception avec des phénomènes électriques ou électromagnétiques ou, via des animaux ou des synchronicités, des choses qui sont qui surviennent. Là, tu es en train de parler de ton père et il y a juste à ce moment-là Sa une cho photo qui tombe, sa photo qui tombe ou à la radio, une sa chanson chanson. avec, «Papa tu me manques» et cetera. Enfin, il va te dire: «Waouh, de quoi?» Alors, pris isolément, évidemment, on se dit: «OK, c'est des coïncidences». Mais quand tu cumules, quand tu fais une étude justement, hein, avec, et que tu as des données qui sont des milliers de données, tu arrives à en faire non pas des simples témoignages, mais justement des données analysables. Donc tu peux faire des statistiques où tu peux les explorer en passant à la moulinette de l'exploration scientifique. Et tu arrives à trouver des récurrences, des, des Des schémas, patterns. des patterns, voilà, des schémas très précis qui se font. Ça se fait pour les VSCD, mais ça, c'est exactement ce qui a été fait aussi pour les expériences de mort imminente. Ça fait depuis 40 ans, hein, qu'on étudie ça. Il y a des millions de témoignages et si tu prends par exemple un lieu de référence qui est l'université de Virginie, hein, avec le docteur Bruce Grayson, qui est vraiment une des sommités pour les expériences de mort imminente, ils arrivent vraiment à définir très clairement les critères qui permettent de définir si une personne a fait ou non une expérience de mort imminente et c'est analysé, c'est étudié, c'est confronté et ce qui est, heu étonnant, c'est, heu, ils étudient aussi l'incidence que ces expériences ont sur les personnes. On parlait du deuil tout à l'heure, les VSCD, vécu subjectif de contact avec un défunt. Le fait que la personne, dans l'accompagnement de deuil, te parle de la dimension psychologique de son manque, de la souffrance et tout, et que parce qu'elle sait que toi, en tant que professionnel, tu connais ces choses-là, elle te dit: «Et je suis un peu cartésien, mais je voudrais vous raconter un truc qui est un peu bizarre qui m'est arrivé. Vous êtes psychiatre, vous allez prendre pour folle et tout. Et non, 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 allez-y, allez-y. Et la personne te raconte un VSCD, une perception, une fois, 2 fois ou plusieurs fois de la personne. Eh bien, le fait que la personne se rende compte que tu valides son expérience, tu valides l'importance qu'elle a pour elle, cette expérience-là, et que c'est pas complètement délirant dans sa tête parce que c'est très récurrent et très beaucoup plus fréquent qu'on le pense. Eh bien la personne quand se dire: «Tiens, il y a quelque chose qui est là». Ça annule pas la souffrance, hein, j'insiste, hein. C'est ça qui est important Ça annule pas la de souffrance. dire. C'est pas parce qu'on a une aperçu de cette continuité de la conscience après la mort que ça va annuler la souffrance du manque. Son petit, on peut pas lui faire un bisou le matin, enfin, tu vois? Ça annule pas, mais c'est complémentaire parce que derrière toutes ces recherches sur la continuité de la conscience après la mort qui inclut donc
les expériences de fin de vie, les expériences de mort imminente, les VSCD, enfin toutes ces choses-là dont je parle dans mon livre, hein, Cette vie au-delà, enquête sur la continuité de la conscience après la mort, chez Albin Michel. Eh bien, quand tu travailles avec ces données-là, tu es, au bout du compte, il y a une espèce de certitude. Et sincèrement, je suis là maintenant. La certitude, même pas la croyance, hein. Parce que croyance, je veux dire, on croit quelque chose. Mais non, c'est une quantité tellement énorme de témoignages, de données vérifiables, quantifiées, etc., que c'est plus de l'ordre de la croyance, c'est de l'ordre vraiment de l'analyse scientifique. Pourquoi il y a une telle résistance? Parce qu'on est dans un paradigme, c'est-à-dire un postulat scientifique actuel qui dit, et qui n'est pas démontré, il n'y a aucune étude scientifique qui démontre ce que je vais te dire, qui dit le cerveau, c'est lui qui produit la conscience. Mais il n'y a aucune étude qui démontre de façon irrévocable que c'est le cerveau qui produit la conscience. C'est aussi, pardonne-moi l'expression, bête de penser que parce que tu lances une vidéo YouTube sur ton smartphone, que ton smartphone, qui serait l'équivalent du cerveau, génère la vidéo YouTube. C'est complètement idiot. Parce que tu casses ton téléphone, tu dis, oui, regardez, on casse le téléphone ou on éteint le téléphone, il n'y a plus la vidéo. C'est bien la preuve que la vidéo a été fabriquée par le téléphone. Sauf que tu achètes un autre téléphone et tu lances la même vidéo en disant, ah, elle réapparaît. Ça veut dire quoi? Elle s'est réincarnée? Mais non, elle s'est pas réincarnée, garçon. L'information de la vidéo n'est pas générée par les téléphones, elle est dans le cloud. Et c'est ça ce qu'on appelle la continuité de la conscience, c'est passer d'un paradigme, d'un postulat scientifique qui dit la conscience est générée par le cerveau, à un paradigme qui est que de la conscience non localisée au cerveau, et que le cerveau change de statut, il n'est plus générateur de la conscience, mais il est récepteur, tout comme une radio est réceptrice des ondes hertziennes, tout comme ton téléphone, il est récepteur de l'information dans le cloud qui est là. Et on est vraiment là dans ce changement de paradigme, un peu une révolution copernicienne, tu vois, où on pensait que la Terre était au milieu de l'univers et qu'elle était immobile. Ah non, elle n'est pas du tout au milieu de l'univers et elle tourne sur elle-même. Et là, on est en train, on est à ce moment-là, tu vois, dans notre histoire, c'est assez passionnant de se dire, non, la conscience n'est pas localisée au cerveau, c'est-à-dire que ça veut dire quoi? Quand la personne meurt, il y a une continuité de sa conscience. Mais tu te rends compte ce que ça change? C'est énorme. Pourquoi? Parce que les gens sont terrorisés par leur propre mort. Mais Au-delà de la mort de leurs proches mais oui. et du deuil indispensable, incontournable, quelle que soit notre croyance, Qui n'est pas une croyance. qui n'est pas une croyance, Ouais, mais je prends toujours des pincettes. ouais. Je connais un nombre incalculable de personnes qui sont terrorisées par leur propre mort, puisque elles ne donnent aucun sens à leur existence. Ils ont Exactement. l'impression que la fin est décevante. Parce que Tout ça pour on, ça, on en nous fait. a appris qu'il n'y avait que du néant. Hein. On nous a... dans ce paradigme, le cerveau produit la conscience, mon cerveau meurt, il n'y a plus rien de moi. Il n'y a plus de continuité. Et c'est pas un pitoyable prix de consolation pour se dire, ouais, mais tu veux te rassurer sur le fait que... Non, lisez les études, lisez les témoignages, renseignez-vous vraiment. Si vous voulez critiquer le truc, critiquez-le de façon intelligente. Donc critiquez-le en vous appuyant sur les recherches qui démontrent que c'est pas vrai. Eh ben, tu trouves ça nulle part. Tu prends toute la littérature scientifique internationale qui parle de ces sujets-là, tu ne retrouveras personne qui te démontre que c'est de la foutaise. On est en train de passer donc à un autre paradigme qui dit il y a continuité de la conscience, le cerveau est récepteur de la conscience, mais il y a continuité de la personne. Et partant de là, si on change ce paradigme-là, les VSCD, les vécus subjectifs de contact avec l'un défunt, deviennent normaux, puisque la personne est décédée, mais que ce n'était pas son cerveau qui générait sa conscience, et que sa conscience est dans le cloud, je dirais, le cloud de la conscience non localisée, il est
complètement normal qu'on puisse la percevoir parfois. Pour ce qui est les expériences de fin de vie. Les expériences de fin de vie, c'est quand il y a des gens qui sont en fin de vie et qui perçoivent des proches décédés qui semblent venir les chercher quelques heures ou quelques jours avant leur décès. Eh bien, conscience non localisée, la continuité de ces consciences-là, de ces personnes-là, fait que oui, on peut les retrouver après. Quand les gens font des expériences de mort imminente, il y a à peu près 30% des gens qui retrouvent des proches décédés de l'autre côté. Donc tu vois que quand on change de paradigme, tous ces phénomènes qui semblent complètement barrés, sulfureux, à côté de la plaque, fous, irrationnels, deviennent rationnels parce qu'on a changé de paradigme. C'est le changement, c'est le changement de paradigme qui fait passer un truc c'est cartésien à pas cartésien. Et je te parie que dans, allez, on va dire 10 ans, 15 ans, le nouveau paradigme sera la conscience est non localisée. Et toutes ces expériences sur lesquelles les gens rigolent en disant ouais, mais c'est pour te rassurer, c'est pour. Et les gens diront bah, c'est normal, quoi. C'est complètement. Oui, c'est logique parce que l'expérience de mort imminente, les signes et tout sont la simple traduction qui a continuité de la conscience après la mort. Basta, on va pas discuter davantage. J'entends, tous ceux qui n'ont pas justement de vécu subjectif de Ouais, contact ouais. avec un défunt qui disent: «Et pourquoi pas moi? Alors ça veut dire Alors, que je mérite pas? Ça veut dire que moi, alors ça, on ne sait pas. pourquoi?» C'est pour ça qu'il faut étudier ces phénomènes, justement. On ne sait pas. On ne sait pas ce qui détermine. C'est pas, d'abord, c'est sûr que c'est pas lié au lien d'amour. Il y a des gens qui ont un fort lien d'amour et qui font des VSCD, et des gens qui ont un fort lien d'amour et qui font des VSCD. Donc, c'est pas, Qui n'en font pas, tu veux ou dire? qui n'en font pas. Parce que toi, avec toi, tout le monde en fait. Autant de non, et donc et ça, c'est pour ça qu'il y a des protocoles d'études, essayons de discerner qu'est-ce qui favoriserait ou pas l'émergence d'un VSCD. Après, on n'en sait rien. Alors là, c'est complètement spéculatif ce que je vais te dire, mais peut-être que la personne de l'autre côté a-t-elle les moyens ou pas d'entrer en contact? Je sais pas, il y a peut-être des trucs vibrateurs, j'en sais rien, hein, Oui, mais mais pourquoi, par des trucs exemple, quelqu'un vibrateurs. meurt dans une famille et certains membres de la famille vont Voilà. vivre des vécus subjectifs de contact avec le défunt et Et d'autres d'autres non. non? On ne sait pas. Là, pour l'instant, au stade actuel, et là, j'essaie toujours de rester collé aux études telles qu'elles sont pour pas extrapoler et inventer des trucs qui seraient pas scientifiques. Si on reste collé à la littérature scientifique, pour l'instant, on ne sait pas. On n'a pas la réponse à ça. Mais on, on avance dessus, on va peut-être trouver des facteurs favorisants, et donc peut-être que dans l'accompagnement de fin de vie, créer des conditions pour que ce contact puisse survenir plus facilement. J'en sais rien, mais il y a des incidences, tu vois, il y a toutes ces recherches d'expériences de fin de vie, de mort imminente et de VSCD, c'est intéressant en soi, mais c'est intéressant aussi, et je dirais presque surtout, parce que ça a une incidence sur l'accompagnement de fin de vie, parce que ça a une incidence sur l'accompagnement du deuil, et plus globalement, parce que ça a une incidence sur notre vie. Parce que quand on regarde par exemple les expériences de mort imminente, depuis des millions de témoignages cumulés depuis 60 millions, je crois. 60 millions, imagine, 60 millions de personnes qui racontent quasiment toutes la même chose. C'est qu'à un moment donné, il y a cette espèce de tunnel, Sortie de corps d'abord. sortie de corps, perception d'un tunnel, perception d'une lumière, d'une espèce d'un être de lumière avec un amour inconditionnel, et une revue de vie, un panorama de vie où c'est toi et pas une entité extérieure, mais c'est toi qui portes un jugement sur que, euh, qu'est-ce que j'ai fait de mon existence. Et ce qui ressort toujours deux choses qui servent un peu de boussole pour évaluer si une vie a été accomplie ou non à travers cette revue de vie. Tous les gens, ces millions de personnes disent, j'ai compris pendant mon expérience qu'il y avait que deux choses qui déterminaient une vie accomplie. Comment as-tu aimé dans les petites et les grandes choses? Mais les petites choses, ça peut être juste euh, les toutes petites choses, mais comment tu as vraiment aimé avec ton cœur ouvert, sans attente particulière, dans les petites et les grandes choses. Amour, donc amour, compassion. Et deuxièmement, qu'est-ce que tu as appris? Qu'est-ce que tu as appris du monde? Qu'est-ce que tu as appris de toi,
de ton être, de ton essence? Qu'est-ce que tu as appris de la relation à l'autre, l'intelligence émotionnelle? Qu'est-ce que tu as appris du réel? Qu'est-ce que tu as appris du sens de l'existence? Donc la dimension de connaissance. Quand on lit entre les lignes de tous les témoignages, même pas entre les lignes, hein, quand on lit les témoignages et qu'on les étudie, hein, et c'est l'objet de mon prochain bouquin d'ailleurs, hein, c'est de vraiment essayer de voir mais ces enseignements où tout être humain est en quête de sens. C'est quoi le sens de ma vie? C'est quoi ma mission de vie? Pourquoi je suis là? À quoi ça sert ma vie? Eh bien, si tu proposes un, des boussoles qui ne sont pas des boussoles issues d'une religion, d'un dogme particulier, mais qui sont issues d'un autre territoire qui est un territoire, je dirais, scientifique, qui parle donc il n'y a pas de coloration particulière et où pourtant est dit de façon récurrente que l'amour et la connaissance sont deux axes essentiels qui définissent une vie accomplie, bah, ça c'est inspirant. Tu peux dire, ah tiens, sans référence à une religion particulière, je rejette pas les religions, mais sans avoir à adhérer à un dogme particulier ou quoi que ce soit, il y a dans la littérature scientifique des témoignages récurrents depuis 40 ans qui disent que l'amour et la amour, compassion et sagesse, connaissance sont, quand ils sont des choses qui euh, créent une vie accomplie. Ben, si j'essayais de mettre ça en œuvre dans ma vie, si j'essayais à chaque jour de ma vie de dire comment je peux œuvrer dans ce sens-là, dans les petites et les grandes choses, ben, ça peut te donner un sens dans Est-ce une vie qui n'a pas forcément de sens. est-ce que ça peut créer de la culpabilité quand on entend quelque chose comme ça, de se dire justement, j'ai mal parlé à telle personne ou, je me suis pas très bien occupée, de mes escargots ou j'ai tu vois? Est-ce que ça peut créer de la culpabilité, Alors, sachant que la culpabilité la culpabilité, c'est un jugement de notre ego sur nous. On est d'une violence absolue de soi contre soi. Quand tu regardes tous les témoignages d'expériences de mort imminente, les gens qui font cette revue de vie et qui donc ont perçu vraiment, qui revoient un peu tout ce qu'ils ont vécu dans leur existence, il y a jamais de condamnation. C'est toujours qu'est-ce que j'ai appris? Hein, c'est j'ai parlé, et donc comment ça peut nous être utile dans notre vie quand on apprend ça et qu'on n'a pas fait justement d'expérience de mort imminente, c'est de dire: «Tiens, au bout du compte, j'ai parlé de façon un peu sèche, un peu hautaine, peut-être un peu méprisante avec cette personne-là. D'abord, peut-être, est-ce que je peux faire une démarche de excuse-moi, de ça? Pardon pour cette parole-là, je t'ai fait du mal». Ou si on ne peut pas le faire ou si c'est pas approprié de le faire, de se dire: «OK, prochaine fois, je vais essayer de pas laisser la colère, prendre possession de mon intelligence et dire: "OK, cette personne-là, il se comporte comme un blaireau pour une raison". Je vais peut-être pas tout de suite me sauter à la gorge, en disant: «Gros canard» et tout, mais il a une raison. Ici, il se comporte comme ça, il a une raison. Ça ne justifie pas tout. Parfois, il faut mettre les limites, il faut mettre les cadres, mais ça permet d'avoir un autre regard plus intelligent sur la situation. Et la culpabilité, c'est une espèce de quête de perfection, mais c'est plutôt notre ego qui est là-dedans. Hein. C'est vraiment qu'est-ce que j'en apprends, mais dans le sens qu'est-ce que je peux faire mieux à partir mieux, de maintenant voilà, que j'ai voilà. compris Mais, cette mais info? même si j'ai vraiment foiré plein de choses, même si j'étais pas attentif à mes enfants ou à ma compagne ou mon compagnon ou à mes parents, ou si c'est ok, j'ai fait, c'est posé, mais prenant connaissance de ces choses-là, peut-être que je peux décider une vraie décision de vie, de dire: «Je peux essayer peut-être de réformer ça». Peut-être et tu vois, c'est pas un truc moral, c'est pas un truc, religieusement correct, c'est un truc éthique. Mais toi C'est une éthique de vie, hein, qui est suggérée. On suit pas, on s'en fiche, mais il y a une suggestion extrêmement puissante qui est faite quand même. Et toi qui es psychiatre, tu sais, pourtant qu'on peut parfois, avoir des histoires de biochimie, Oui, dans le cerveau, qui font que les choses, elles sont exactement, oui, oui. difficiles à Ouais, maîtriser. exactement. Donc il y a des maladies mentales. Je pense, à quelque chose qui n'est pas du tout une maladie, mais dès qu'on est dans des
des hauts et des bas hormonaux, à l'adolescence, en période de Exactement, ménopause. ouais, ouais. Tu vois, tu es saisi par, des choses que tu as du mal à maîtriser. Comment est-ce qu'on peut mettre en application ou comment est-ce que tu conseillerais, toi, justement, cette, sagesse et cette éthique avec le fait de pouvoir avoir un yo-yo émotionnel, Déjà, avoir la connaissance, cette dimension de connaissance de, il y a un yo-yo émotionnel, il y a un truc hormonal, il y a quelque chose physiologique qui se passe dans mon corps. J'ai par exemple un trouble bipolaire et donc dans mon cerveau, j'ai des alternances entre état maniaque et état mélancolique. Donc ça, c'est vraiment quelque chose, je dois vivre avec ça. Donc il y a toute une intelligence déjà, une psychoéducation de ça, pour déjà au niveau simplement psychologique, vivre ça. Ça, c'est déjà un aspect absolument essentiel hein, au niveau de gestion de ces choses-là. Après, l'information. la formation, la connaissance de vraiment du trouble psychique tel qu'il est, et vraiment la psychoéducation, comme dit, hein, pour vraiment véritablement trouver des stratégies pour essayer de contenir ça ou d'accompagner ça le plus possible. Un trouble, une personnalité borderline, c'est qu'est-ce que c'est une personnalité borderline? Comment elle se manifeste dans ma vie? Comment je peux l'identifier quand des symptômes de ma personnalité borderline Apparaissent. apparaissent dans l'existence. Donc déjà, la connaissance de ça. Après, et c'est pas facile. Est-ce que je peux? Et parfois, je peux pas, hein. Parfois, je peux pas. Mais est-ce que je peux, si la vie m'amène les bonnes circonstances? Parce que parfois, elle les amène pas. Si la vie m'amène les bonnes circonstances, me mettre en relation avec une dimension qui est pas que psychologique de ce que je suis en train de vivre, mais qui est peut-être une dimension spirituelle. Et que là, il y a peut-être un chemin où je vais découvrir, tiens, je suis complètement dans mon tourment émotionnel, mais peut-être qu'une petite pratique de méditation, une petite pratique de cohérence cardiaque, une petite pratique ou des lectures qui me disent, OK, euh, est-ce comment ça s'intègre dans ma vie? Comment ça a un impact sur moi et sur les autres? Et quel est mon degré, petit ou grand, de latitude pour faire quelque chose de ce trouble-là? Et là, on bascule, pas que dans la dimension psychologique, on bascule aussi dans la dimension spirituelle parce qu'on est dans la quête de sens. Même si parfois, c'est extrêmement difficile de trouver du sens. Mais la spiritualité, c'est une invitation, c'est pas une donnée à laquelle on doit adhérer. C'est une invitation de dire, tiens, regarde, là, il y a un chemin. Et la psychologie, vraiment, c'est un chemin qu'il faut suivre, parce que tu as un problème de cet ordre-là. Mais il y a une dimension spirituelle qui offre d'autres alternatives. Surtout pas substituer l'un à l'autre. Surtout pas rendre spirituel ton chemin psychologique ou rendre psychologique ton chemin spirituel. C'est deux domaines différents, mais ils peuvent vraiment marcher main dans la main de façon intelligente. Et c'est pour ça que moi, j'exhorte lors des formations les collègues psy à vraiment ne pas rester que dans du psychologique, dire intégrer une dimension spirituelle à l'existence. D'ailleurs, le psychanalyste Carl Jung, hein, qui s'est fâché avec... il est où? Il est là. Qui s'est fâché avec Freud parce que Freud disait que la religion, la spiritualité, c'était une névrose. Hein, et Jung disait non, 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 non. La psychologie et la spiritualité sont deux composantes essentielles de l'être humain. Donc, si tu es que dans un focus sur ta dimension psychologique, tu passes complètement à côté d'une dimension essentielle de ton existence qui est la dimension spirituelle. Comment je fais pour, même en dépit d'un trouble, même une schizophrénie, je peux quand même introduire une dimension spirituelle. Ça passe souvent par de la méditation ou ça passe souvent par des choses qui sont peut-être moins formelles comme ça, mais juste aller dans la nature, te poser dans la nature, voir un lever de soleil ou un coucher de soleil, respirer en conscience et sentir qu'il y a quelque chose derrière là, qui pulse et qui te dit, tu n'es pas que ce que tu crois être. Tu n'es pas aussi petit, tu n'es pas aussi insignifiant que tu crois être. Regarde, et la nature, c'est la plus grande
la plus grande enseignante, hein, qui te dit: «Regarde, connecte-toi à ça. Tu as rien à faire d'autre que te connecter à ça». Ça fait comme si on te met une espèce de perfusion et dit: Regarde le rythme des saisons. Regarde ce qui est tellement plus grand que toi et qui en même temps est toi». Parce que on est la nature, on est la nature, on n'est pas il y a pas la nature et puis nous, on est la nature. Connecte-toi, tu t'es coupé et beaucoup de troubles anxieux, de troubles dépressifs aussi sont liés au fait qu'il y a une déconnexion avec la nature et on a juste à ouvrir sa fenêtre, regarder le ciel et se dire: «OK, je pense être séparé de ceci, mais quelque chose de mon être ultime est en essence identique à ce paysage, identique à ce je sinon on ne serait pas touché par un coucher de soleil ou par un magnifique paysage ou par la mer et Un quand ouais. la société on regarde et puis il y a quelque chose en nous qui est: «Waouh! On pourquoi ça?» Parce qu'on reconnaît quelque chose de nous. Reconnaître, qu'on connaît à nouveau. Je reconnais à travers ce ciel étoilé ou la beauté de ce coucher de soleil, quelque chose de moi que j'ai peut-être oublié, que j'ai pas perdu. J'ai juste oublié d'y mettre de l'attention. Et il y a une invitation constante de la nature en disant: «Viens, rentre à la maison, j'ai un truc à, j'ai un truc à dire, pose-toi, imprègne-toi, va dans du silence et et ça va t'apaiser. D'ailleurs, tu connais sûrement les bains de forêt de la tradition, la sylvothérapie, qui a été développée dans les années 80, au Japon, hein, où vraiment qui traite des troubles anxieux, des troubles dépressifs, même des troubles de tension artérielle, enfin beaucoup de marcher plus dans la nature, en pleine nature, se connecter avec la nature et laisser la dimension, curatrice de la nature, hem soigner le corps, tout simplement parce que on se met en phase. C'est la même fréquence, c'est la même chose qu'il y a on mais c'est comme un diapason, tu mets un diapason ding et le diapason, de la même fréquence va vibrer pareil. Donc il y a tu marches dans la nature, tu regardes ton coucher de soleil et tout, quelque chose en toi est ému, mais quoi est ému en toi? Ton être ultime qui a toujours été là, même s'il est recouvert par des strates et des strates de conflits, de difficultés, de troubles psychiques, de problèmes de neurotransmetteurs dans ton cerveau. Je veux dire, il y a tout ça, c'est pas dissocié. C'est juste parfois très, très caché et un des sens, alors je m'avance là un petit peu là, hein, mais peut-être un des sens de la maladie, que ce soit la maladie psychique, la maladie physique, serait de nous challenger tellement que ça nous dit: «Tu pas d'autre choix que d'aller chercher ton être ultime». Tu es tellement en souffrance physiquement ou psychiquement que dans ta quête d'apaisement, il y a une petite voix qui est là en disant: «Va voir par là, va voir par là». Et c'est notre être ultime, tu vois, qui est complètement indifférencié de cette conscience non localisée dont on parlait tout à l'heure, hein. C'est la même chose, c'est pas deux notions différentes, hein. Donc on a en nous cette dimension tellement vaste qu'on méconnaît. Et notre société est tellement malade de cette coupée, de cette dimension-là. Et vraiment, là, c'est vraiment, je t'en parle presque en termes médical, hein, psychiatrique, hein. Euh, on a besoin de restaurer un lien avec cette dimension ultime de notre être via la nature, via la spiritualité et tout, mais sans les mélanger, hein, j'insiste bien là-dessus, sans les mélanger. Et ce que je trouve tellement inspirant dans toutes ces expériences qui parlent de continuité de conscience après la mort, expérience de mort imminente, expérience de fin de vie et VSCD, c'est que sans cesse, ça nous rappelle, chaque témoignage te rappelle encore et encore et encore que oui, ton être ultime est grand, vaste, en paix. Ton être ultime est amour par essence. Ton être ultime est connaissance fondamentale, est
lumière. Enfin, ça paraît débile hein, qu'un psychiatre il parle de choses comme ça, mais à un moment donné, il faut arrêter de dire oh, que c'est n'importe quoi. Lisez les témoignages. Est-ce que tu as des collègues justement, psychiatres ou médecins ou scientifiques, qui te moquent, qui se moquent de toi, qui te prennent pour un fou? Sûrement, c'est évident, mais tu sais, on peut pas plaire à tout le monde, hein, c'est sûrement, mais par chance, j'ai été préservé de ça. Il y a peut-être une protection qui est là. Par chance, j'étais préservé de ça. Parce qu'il faut voir quand même, euh, quand tu as quand tu fondes ton discours, c'est pour ça que j'évite d'élaborer des trucs qui sont pas fondés. Quand tu fondes ton discours sur des articles qui sont publiés dans des articles, dans des revues internationales, scientifiques, tu as des arguments quand même. Tu as des arguments. Tu veux dire, oui, c'est n'importe quoi. Oui, bah regarde l'article. Mmh. Et si c'est n'importe quoi, prouve-moi que c'est n'importe quoi. Ça, c'est la force de la connaissance, hein, qui te permet de dire, ok, c'est vraiment n'importe quoi. Ben non, c'est pas n'importe quoi. Mais toi qui critiques, sur quoi argumentes-tu ta critique? Je renvoie la question. Oh non, c'est pas vrai, c'est simplement une construction de ton esprit, comme plein de collègues, un psy disent quand il y a des gens qui rapportent des signes, des VSCD, des gens en deuil qui rapportent des signes, oui, c'est une hallucination de votre esprit. Ok, démontrez-moi que c'est une hallucination. Est-ce que vous connaissez des hallucinations qui durent quelques secondes? Non. Les hallucinations, en psychiatrie, c'est une définition très précise. S'il y a un contexte très particulier, il y a une incidence particulière, ça induit des états émotionnels particuliers. Là, ce qui est décrit ne correspond absolument pas à des critères d'hallucination. Pourquoi tu me dis que c'est une hallucination alors que ça ne correspond pas à la définition scientifique d'une hallucination? Oui, tu vois, il faut vraiment c'est pour ça que, quand on a vécu ces choses-là, on se sent très seul parce qu'on a l'impression d'être complètement fou et c'est pour ça que la connaissance est importante pour avoir un socle qui permet de répondre sereinement aux sceptiques sans chercher à convaincre. Il y a absolument personne à convaincre, c'est juste mettre l'évidence sur la table. Non, l'évidence, c'est un anglicisme. Les preuves. Les preuves sur la table, les données, voilà les données. Après, tu étudies les données et tu te fais ta propre idée. Mais s'il te plaît, étudie les données avant d'avoir simplement un jugement ou une opinion ou une idée au sujet d'eux sans avoir étudié les données. Tu étudies et tu te fais ton intime conviction sur le bien fondé ou pas de ça, mais s'il te plaît, me balance pas un c'est que dans ta tête. Prouve-moi que c'est que dans ma tête. Il y a une étude qui a été faite et il me semble que tu as mis ton nez dedans, tu t'y es intéressé. J'aimerais beaucoup que tu nous en parles, sur ces cas reportés, donc c'est pas toi qui as fait l'étude, hein, mais sur ces cas reportés d'enfants qui racontent, Oui, voilà, oui. s'il te plaît, est-ce que tu peux nous parler de ça? Voilà, bah, ça D'enfants qui racontent gros mystère. gros mystère. Alors ça c'est là encore, hein, avant même de commencer à en parler, il y a une unité qui s'appelle le DOPS, justement à l'université de Virginie aux États-Unis, qui travaille notamment là-dessus avec anciennement le docteur Jim Tucker, qui était pédopsychiatre, et qui étudie quoi? Et son travail vient à la suite d'un autre psychiatre qui est décédé maintenant, qui s'appelle Ian Stevenson, et qui a créé le DOPS à l'université de Virginie. Qu'est-ce que c'est? Des récits de petits-enfants qui commençaient donc à parler autour de 2 ans, jusqu'à peu près l'âge de 6, 7, 8 ans, et après ils oublient, qui racontent des récits de vie vécue avant leur vie d'enfant. Et qui disent, par exemple, maman, imagine une petite fille de 3 ans qui dit, maman, je voudrais rentrer à la maison. Bah, t'es à la maison, ma chérie. Non, l'autre maison, avec mon mari. Oui, c'est-à-dire, bah, il s'appelait comme ça, on habitait dans telle ville, je faisais tel métier, puis je suis mort comme ça dans un accident de voiture et tout. Ok, qu'est-ce que c'est que ça? Et Ian Stevenson, dans les années 60, a commencé à
allait récolter beaucoup dans les pays asiatiques au début des témoignages d'enfants qui rapportaient donc des souvenirs de vie passée. Et il a fait un travail extrêmement poussé pour vérifier tous les dires des enfants, les noms, les adresses, tout ce que les enfants se souvenaient, comment les personnes étaient décédées. Voilà, je suis décédé, il y a un exemple par exemple, je suis décédé il y avait une balle, j'étais en vélo, j'étais un professeur, et c'est un petit garçon de, je crois, 5 ans ou 6 ans qui raconte ça. Et je suis mort en vélo en allant à l'école, et une balle perdue qui est rentrée par l'arrière de mon crâne et qui est sortie par l'ex. Comme ça que je suis mort. Et curieusement, ce petit enfant, à la naissance, avait une marque de naissance qui correspondait exactement à l'entrée et à la sortie de cet supposé impact de balle. Et ils ont pu retrouver l'acte d'autopsie de ce monsieur. Ils ont pu retrouver toutes les informations qui étaient corroborées. Et c'est pas 2-3 informations, c'était quarantaine d'informations, et qui traduisaient, qui montraient dans le rapport d'autopsie que la personne était vraiment décédée de cette manière-là. Il y a des tas d'exemples de ce type-là, où, alors au début, Ian Stevenson, la critique qu'on lui a faite, c'est oui, mais enfin, en Asie, hein, donc il y a une croyance sur la réincarnation, donc il a commencé donc à étudier les cas américains. Donc, qui n'était pas du tout baigné dans une culture qui parlait de réincarnation. Et c'est ce qui se continue d'ailleurs, et donc aux États-Unis. Et Jim Tucker a écrit plusieurs livres sur des jeunes Américains qui justement se souvenaient D'autres langues parfois. oui, d'autres langues, et des souvenirs parfois très, 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 très précis, où un petit garçon, par exemple, qui se dit, ok, mais il y a un tout petit blondinet qui dit à sa maman, mais avant je m'appelais Pam, j'avais les cheveux crépus noirs, j'avais des boucles d'oreilles, et puis je suis mort dans un incendie à Chicago. Enfin, il donne plein de données. Les parents font des recherches, ils contactent l'université de Virginie, et ils ont corroboré qu'effectivement, il y avait une jeune femme qui s'appelait Pam, qui était décédée dans un incendie d'un hôtel dans le quartier afro-américain de Chicago, peu de temps avant la naissance du petit garçon. Et ils ont étalé plein de photos devant le petit garçon, en disant alors, et puis il a dit, ah, ça c'était moi. Et c'était la photo de cette personne-là. Et on le voit, tu vois, dans le film Little Buddha, tu sais, de Bertolucci, ouais, Bertolucci. Bertolucci, hein, où il y a la reconnaissance, hein, on lui dit, bah, si tu dis que tu étais l'incarnation de ce grand maître, quelle était sa robe de Oui, moine, bien et sûr. quel était Il choisit. son et dit, bah, ça c'était ça, c'était ça. Voilà. Hein, Comme ça qu'ils reconnaissent. En fait. là, c'est la tradition qu'on appelle la tradition des Tulku, hein, qui est Oui, c'est ça. dans le bouddhisme tibétain. Et en fait, ce truc-là se retrouve aussi chez des petits enfants complètement américains. Et il y a un cumul de plus en plus de cas comme ça, où même il y a des souvenirs, là c'est complètement fou, d'avant naissance. C'est-à-dire que des enfants qui, quand ils commencent à parler, hein, c'est pour ça que c'est seulement à partir de 2 ans, c'est quand les petits enfants commencent à parler, à dire des choses, qui racontent des souvenirs juste avant leur naissance. C'est-à-dire du C'est-à-dire, ventre de la mère? oui, et qui était, j'ai vu que tu faisais telle chose, telle chose, telle chose, mais extérieurement, pas du point de vue dans le ventre. Extérieurement, tu faisais ça, tu as été à l'hôpital, à la maternité, au moment de t'accoucher avec tel ami, vous avez dû vous arrêter à la station essence, toi tu étais en pleurs, la station essence marchait pas, vous avez été dans une autre station essence, et il raconte ça, et la personne dit, mais c'est exactement ce qui s'est passé, mais comment tu sais ça? T'étais dans mon ventre. Tu étais dans mon ventre. Et enfin, c'est ça, on n'est pas là, tu vois, on n'est pas dans la croyance du tout. C'est des faits, c'est des données. Alors au début, quand on a quelques-uns un petit peu, quand on a peu d'informations, tu te dis: «OK, c'est complètement fabriqué», ou c'est les parents qui ont fabriqué et tout. Mais quand il y en a plusieurs centaines, je crois qu'il y a dans le DOPS, pour l'instant,
c'est peut-être plus maintenant, 2500 cas, et il y a 1700 cas qui ont été identifiés. C'est-à-dire que corroborer ce que les enfants ont dit correspond exactement mot pour mot ou avec les lieux, les endroits. Et parfois même, il y a eu des rencontres où la petite fille, je pense à une petite fille indienne, qui est allée voir, accompagnée de l'équipe, la supposée famille de la personne qui était décédée et qui était en mesure de reconnaître les cousins, qui était en mesure de dire, mais où il est le perroquet? Il dit, comment ça le perroquet? Ben oui, il y avait un perroquet. Il dit, mais comment c'est qu'il y avait un perroquet? Et il s'est enfui, il s'était enfui par la fenêtre après. Enfin, Si allé- la c'est allé- réincarnation existe, comment ça se fait qu'on ait 8 milliards? Tu vois, c'est les questions que je parce me que, pose, moi. parce que là, on Ça considère. devrait être le même nombre. Alors, là, on sort de données scientifiques parce qu'il n'y a Bien pas sûr. de données scientifiques là-dessus, mais on est sur un autre niveau, hein, qui est plus les enseignements spirituels. C'est notre plan terrestre, c'est qu'un seul plan, et il y a un nombre infini de plans, hein. Là, quand tu dis on est 8 milliards, ta question laisse supposer, c'est qu'on se réincarne dans dans le même plan, hein. Mm. Non, il peut y avoir plein de plans Ce serait di- quoi un autre plan, par différents. exemple? Un autre plan, ce serait un autre plan d'existence, je sais pas, bah, le plan d'existence où iraient, je mets des guillemets, les personnes qui sont décédées. Un Qui autre choisissent de ne pas se réincarner, par exemple. arrêter ou qui ils sont dans un autre plan d'existence qui est pas régi par le temps et par l'espace, par exemple, qui est pas régi par 3 dimensions, mais qui est régi peut-être par d'autres dimensions. La physique quantique nous le dit ça. Il y a des mondes parallèles où il y aurait, qui a plus de dimensions que notre dimension de temps, espace, hauteur, largeur, enfin, etc., hein. Donc, c'est pas lié. euh, L'idée de dire l'idée de réincarnation est fausse parce que la population mondiale grandit n'est pas un argument parce que c'est pas parce qu'on est dans un grand immeuble avec plein de pièces et que on considère dans une pièce, il y a une personne qui rentre, plus une deuxième, troisième, il y en a 10 qui rentrent, que dans les autres pièces, il n'y en a pas plein qui rentrent, qui sortent et tout, hein. Et quand on pense à la beauté de tout ce qu'on est en train de se dire et au sens que ça pourrait amener à l'existence, de se dire qu'il y a une vie après la mort, qu'il y a une vie avant la naissance, pourquoi alors on est sur une planète qui n'a aucun sens et qui semble marcher sur la tête? Pourquoi est-ce qu'on a une humanité euh, qui a peur de la mort à ce point, qui détruit son environnement naturel? Alors, Toi, en tant que psychiatre, c'est Alors, quoi ta réponse face à ça? ma réponse, elle n'est pas en tant que psychiatre là. Ma réponse, ça va s'appuyer sur les témoignages des gens qui font des expériences de mort imminente et qui, pendant leur expérience, ont posé ces questions-là. Pourquoi c'est absurde? Et ce qui est rapporté, donc c'est pas moi qui le dis, hein, ce qui est rapporté, c'est que euh, cette- ce plan terrestre là, cette terre-là, ce serait comme un lieu d'apprentissage. C'est dans l'université, je dirais, de l'univers, il y a une université avec ce cours spécifique qui est hyper dur, qui est hyper violent, mais où on apprend des choses vraiment profondes, et ça s'appelle notre terre. Et que alors je mets plein de guillemets, on choisirait de prendre ce cours, donc de venir sur cette terre-là, pour apprendre euh, ce cours qui est difficile, pour apprendre des choses qu'on ne peut pas apprendre ailleurs. Et qu'est-ce que tu Et, dirais? ce serait ça l'idée de... ça voudrait dire que on viendrait dans cette dimension-là qui semble absurde, mais qui a une fonction qui est d'apprendre ce qu'on ne peut pas apprendre ailleurs. Et une fois qu'on a appris ce qu'on a appris dans ce cadre-là, eh bien, on va peut-être dans un autre niveau d'existence où on apprend d'autres choses. Mais c'est dans ces témoignages-là, l'existence qui semble absurde, qui semble
violente, qui est violente et tout, c'est le lieu d'apprentissage. C'est la notion d'apprentissage qui ressort toujours. Et comment dans cette violence-là, comment dans cette obscurité-là, comment dans cette absurdité-là, toi, tu vas pouvoir, en dépit de tout ça, développer de l'amour, de la compassion, développer de la compétence, de la connaissance. Donc c'est vraiment, on est sacrément courageux de venir dans cette incarnation-là. Et d'ailleurs, dans les expériences de mort imminente, les gens qui font ces expériences-là, à un moment donné de leur expérience, on leur dit, non, tu dois revenir en arrière, tu n'as pas terminé ce que tu as fait. Et les gens disent, mais non, je veux rester dans ce truc magnifique. Et là, il dit, mais pourquoi je devrais revenir? Tu n'as pas terminé d'apprendre ce que tu avais décidé toi-même d'apprendre en t'incarnant dans cette vie-là. Ça laisserait supposer, d'après ces témoignages, que avant de venir sur cette terre-là, il y a un choix en conscience de ce qui va être vécu. Alors, quand on se dit, oui, mais j'ai perdu mon petit, qui s'est fait écraser ou tuer par un chauffard. Je vis sous l'emprise d'un pervers narcissique. Ne viens pas me dire que j'ai choisi ça. Ouais. Non. Eh bien, à un autre niveau, c'est exactement ce qui est dit pourtant dans ces millions de témoignages de personnes qui ont des expériences de mort imminente. Ça paraît fou, hein, c'est presque outrageant de dire ça. C'est presque outrageant de dire ça au regard de la souffrance qu'on traverse parfois. Mais on va être inconditionnel. Ça aurait été choisi quand même par nous pour apprendre quelque chose qui, semble-t-il, ne peut pas être appris ailleurs que dans cette classe-là, dans ce master-là, dans cette université-là. C'est le seul endroit où on peut apprendre spécifiquement ce type d'expérience-là. Et il y a même des expériences, des témoignages de personnes qui ont fait des expériences de mort imminente qui disent que pendant leur expérience, ils avaient perçu des êtres qui les regardaient et sentaient une espèce d'admiration, de « waouh, c'est culotté quand même d'avoir choisi ça ». Et quand les personnes décidaient donc de revenir, dans leur corps, évidemment, elles sont revenues parce qu'elles ont pu raconter ce qui s'est passé, de revenir, elle me dit, je sentais que certaines entités de cet au-delà étaient très admiratives de moi, d'avoir le courage de revenir dans ce lieu d'obscurité et de souffrance, parce que j'allais y acquérir une connaissance que eux n'avaient pas. Mais ça veut dire que C'est je fou, hein. suis ici pour souffrir? Non, pour apprendre. Pour apprendre. C'est pas du tout. Faut surtout pas mettre là dans l'idée de la souffrance qui est le truc génial qui va nous faire apprendre. Il se trouve qu'on apprend d'être confronté à des choses difficiles. Mais il y a des gens qui ont des vies heureuses ici, qui n'ont pas des vies de souffrance. Et qu'est-ce que j'aurais, conditionnel toujours, choisi de vivre qui va servir un propos qui nous échappe complètement, qu'on oublie complètement, hein. Il y a une espèce de voile sur le pourquoi on est là, mais qui a sa raison d'être. Donc, c'est très compliqué pour nous à accepter ces notions-là. Et parfois c'est même révoltant pour moi de voir une maman complètement détruite par le décès de son petit et de me dire, mais c'est pas possible que la dimension ultime de son être ait choisi de vivre ça. Et pour tout te dire, hein, ce qui m'aide à tenir l'accompagnement d'une maman comme ça, c'est parce que depuis des années, je suis baigné dans ces récits qui ne sont pas des récits de croyances religieuses ou dogmatiques, mais qui sont des récits de personnes et qui disent encore et encore, en dépit de l'absurdité de ce qui semble être, cela ne l'est pas. Et j'essaye, à ma petite échelle, quand j'accompagne avec les personnes en deuil, et des deuils complètement absurdes, complètement fous, d'enfants, tout comme ça, de dire, ok, qu'est-ce qui peut être appris de ça? Et la personne veut dire, il n'y a rien. Ok, donc on va laisser le processus mûrir. Peut-être à un moment donné, peut-être 2 ans, 3 ans, 5 ans après, elle dit, ok, j'ai compris ça, j'ai appris ça.
Et tu vois que là, c'est important d'être accompagné pour pouvoir cheminer, construire les choses, mais c'est là où je vois l'impact qu'a eu sur moi en tant que thérapeute, le fait de baigner dans ces choses-là, c'est que ça me permet d'avoir un socle de certitude, Mmh. de paix, de calme, qui, j'espère, a un impact sur sur la personne accompagnée, fait passer quelque chose et peut-être ouvre à cette dimension qu'elle a, mais qui est peut-être recouvert par tant de souffrances qu'elle n'aperçoit plus. Mmh. Et peut-être l'aider à reconnecter avec cette dimension-là. Donc, Tu sais, tu es le premier, en tout cas en France, à créer une plateforme pour accompagner le deuil, alors qu'on est tous, confrontés un jour ou l'autre ouais, à le vivre, oui. tu vois? Et ça n'existe pas encore. Donc tu as raison qu'on est en train de basculer. Je pressens, parce qu'au moment où on enregistre ce podcast, la plateforme n'est pas encore sortie, mais elle le sera au moment où ce Ouais, ouais. podcast sera diffusé. Une lumière dans ma nuit, c'est Une important. lumière dans ma nuit, Oui. et je pressens que ça va être un outil, heu, je le sens très fort, qui va Ouais. vraiment, Parce que faire beaucoup, beaucoup, en beaucoup fait, de bien en à fait, l'humanité. il y a 2 volants. Il y a un volant pour les personnes en deuil, mais aussi un volant pour la formation des psys qui c'est pas une formation de psy, hein, mais c'est, enrichir leur pratique pour qu'ils puissent avoir connaissance plus de la dimension du deuil, au niveau psychologique, mais aussi, prendre connaissance, de la dimension spirituelle, qu'est-ce que c'est. Ils ont quand on accompagne quelqu'un on n'a pas besoin d'adhérer à ces choses-là, mais au moins que la personne, quand Sois elle informé. raconte, soit informée, et quand une personne en deuil raconte qu'elle a eu un signe et tout, pas aussitôt lui dire: «Mais c'est une hallucination ou c'est ton esprit perturbé par ton deuil qui te fait fabriquer ou croire des choses». Non, il y a plein d'études qui montrent que ce n'est pas le cas. Donc, c'est aidant dans l'accompagnement. C'est aidant de pouvoir valider Je cette te dimension. remercie déjà d'avance, par avance, pour cette plateforme, pour toutes les personnes qui vont s'en servir et qui vont apprendre et qui vont trouver, une lumière dans leur nuit. Oui, On n'est pas loin de terminer ce podcast. J'ai 2-3 questions pour, clôturer. vas-y. La première, c'est, on est dans une période, tu es psychiatre, donc c'est vraiment important pour moi de te poser cette question, même si je la pose de manière assez récurrente à tous les invités. On est dans une période très anxiogène. Ouais. Politiquement, économiquement, écologiquement, sociologiquement, il y a une espèce d'effondrement. Mmh. Beaucoup de gens sont terrorisés. Qu'est-ce que tu peux dire et qu'est-ce que tu peux donner comme conseil ou comme outil pour aider justement à ne pas s'effondrer et à rester OK. dans l'émerveillement? Déjà, il y a un truc, il y a un proverbe, je sais plus, je crois que c'est un proverbe hébraïque: «Petite ombre, petite lumière, grande ombre, grande lumière». On est dans la grande ombre. Donc il y a une invitation à la grande lumière. Déjà, ça pose le cadre. Ça rejoint ce qu'on a déjà dit. C'est quand il y a tellement de souffrance, tellement d'absurdité, c'est OK, quel est le fond, où sont les fondamentaux? Tu vois, où sont les fondamentaux? Comment je peux, du mieux que je peux, éviter d'être happé dans la souffrance du monde? C'est pas mon désintérêt, intéressé, mais être complètement happé par trop d'Instagram, par trop de chaînes d'infos. Comment je peux éviter d'être trop absorbé et de me diluer dans la souffrance du monde en oubliant mon être? Qui va se diluer là-dedans? C'est le retour à soi. Ça invite à d'autant plus un retour à cette dimension intemporelle de notre être. Ça invite encore plus, et là la grande lumière, à une dimension spirituelle, et parce que tu trouves en toi ce socle de paix, et c'est pas facile, hein, j'insiste, c'est du travail de travailler à d'œuvrer à construire en soi cette dimension de pas construire, de révéler en soi cette dimension de paix, de quiétude, d'éternité, d'universalité, et c'est parce que tu as ce socle-là intérieur que tu vas être d'autant plus à même de t'appuyer dessus pour
à ton échelle, essayer de confronter les difficultés du monde. Donc c'est pas un machin, je me retire du monde et je laisse le monde être en souffrance. Non, c'est je me retire un peu du monde pour retrouver ma base, mon ultime. Et sur base de cette ultime, je retourne dans le monde d'autant plus fort parce que j'ai un point d'appui solide et fiable qui n'est pas dépendant de l'extérieur. Parce que quand tu reviens à toi, tu sors de tout ce qui dépend de l'extérieur et qui est simplement relié à, à l'essence même de ton être. Et sur la base de ça, comment je peux aider, comment je peux faire avancer, comment je peux faire progresser, comment je peux militer, comment je peux faire la différence là où je suis, comme le petit colibri, tu vois. Je fais ma part. Tu connais l'histoire du petit Bien colibri, hein, sûr, bien sûr. Pierre Rabhi. Le petit colibri il y a un grand incendie. Le petit colibri, il vient juste déposer une petite goutte d'eau. Il y a quelqu'un qui lui dit, mais à quoi ça sert ta petite goutte d'eau? Il dit, je sais que ça sert, mais je fais ma part. Dans cette grande obscurité, on a à faire notre part. Petite ou grande, peu importe, mais quand on va mourir et qu'on fera notre revue de vie, je pense qu'on sera content de voir qu'on a fait notre part, même si c'est une petite part. Et de l'autre côté, il y aura peut-être une Ola qui va faire le tour du stade et qui dira, non, tu vois, dans cette obscurité-là, tu as choisi la lumière. Malgré tout, tu as choisi la lumière et tu as choisi de ne pas te laisser happer par l'obscurité, par le cynisme, par l'indifférence, par la fermeture. Tu as choisi envers et contre tout la petite étincelle de lumière, la petite étincelle juste de gentillesse, tu vois, juste tenir la porte à quelqu'un, juste le truc, une caresse sur quelqu'un qui est fatigué, juste des petites choses comme ça. Mais c'est ta part. Magnifique. Est-ce que tu as déjà vu quelqu'un mourir? Beaucoup, oui. En Et soins palliatifs, tu vois beaucoup de justement, gens tu as mourir. déjà assisté à un dernier souffle. Beaucoup, oui, oui. Et qu'est-ce que ça a de particulier, ce moment? C'est un moment sacré. C'est un moment sacré où il y a deux choses. Quand tu y assistes en tant que professionnel de santé, que tu peux être là dans la chambre, il y a un grand mouvement de grande compassion pour les proches qui vont rentrer dans un processus de deuil. Donc tu vois leur souffrance de perdre quelqu'un qu'ils aiment. Et puis, il y a le mystère de cette personne, elle est en train, dans cet instant-là, de franchir le seuil qui est le seuil que nous allons tous franchir et qui va ouvrir à quelque chose. Et ce qui est absolument magique, c'est que avec toutes les études qui sont menées maintenant sur la continuité de la conscience et les études des témoignages, on commence à avoir des petites bribes sur ce quelque chose. Et il semblerait que, comme le disent beaucoup de personnes, mourir est paisible. Mourir n'est... Même si le corps semble souffrir, il y a une dimension de l'être qui prend son essor, tu vois. Et ça, même si tu n'as pas de signe, même s'il n'y a rien qui se passe, de juste le savoir, de l'avoir lu encore et encore et encore, même si tu perds ta maman qui est en train de mourir et que tu sais que tu vas devoir avancer toute ta vie sans elle et que tes enfants connaîtront jamais leur grand-mère, et que tu es et que il y a une vraie peine, s'il y a une dimension en toi qui s'est familiarisée avec ces témoignages, qui dit que maman continue sur un autre chemin, et plus encore, on va se retrouver. Tu vois, c'est pas simplement, elle n'arrête pas avec son corps qui s'arrête, c'est que moi, quand mon corps va s'arrêter, il y aura réunion, on se retrouve. Et ma dernière question pour toi, Christophe Fauré. Si tu n'avais qu'un seul message, un tout dernier message Ouais. à laisser à l'humanité, ce serait quoi? Je tourne en boucle là, sur ce que je vais te dire, c'est comment chaque jour, dans les petites ou les grandes choses,
de ma journée, je mets en œuvre la dimension d'amour. Que ce soit insignifiant ou que ce soit une grande chose, comment chaque jour je prends la décision, je fais le choix conscient de décliner du mieux que je peux, en dépit de mes souffrances, en dépit de mes limitations, en dépit de tout ce que je suis, comment je peux du mieux possible mettre en œuvre la dimension d'amour. Ce serait, serait vraiment ça, parce que, et pourquoi je dis ça? C'est fondé sur quoi? C'est fondé sur ces témoignages, ces millions de témoignages qui disent que c'est ça le but ultime d'une existence. L'apprentissage, la volonté renouvelée chaque jour de mettre en œuvre la dimension d'amour dans les petites et les grandes choses. Je te remercie du fond du cœur. Merci Audrey, à Cet toi. épisode m'a bouleversée. Oui, j'ai vu que tu avais des larmes dans les yeux. Mais Merci. c'est tellement important. Tellement, mais merci, merci de. Tu sais, c'est hyper important qu'il y ait des échanges comme ça parce que là, ce qu'on échange, ça va être diffusé à plein de gens. J'espère que ça va toucher plein de gens et que plein de gens vont dire, mais oui, bien sûr, je l'ai toujours su ça. Mais je pensais que j'étais un petit peu Farfelu. farfelu, mais je l'ai toujours su. Ou même si j'ai rien vécu de ces expériences-là, ça résonne. Tiens, je vais essayer de voir si mettre en œuvre ça, ça fait une différence dans ma vie. Et peut-être que là, justement, la grande obscurité, elle va commencer à devenir une grande lumière, justement, grâce à des échanges comme le nôtre. Merci. Merci à toi. Merci beaucoup d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout avec Christophe Fauré. Si vous pensez qu'il peut être utile à quelqu'un, n'hésitez pas à le partager et surtout, si vous souhaitez voir Regarder l'invisible se déployer, abonnez-vous.